Bienvenue du coup à ce WeSpeak Cloud. L'idée aujourd'hui, c'est on va parler de comment écrire son infrastructure as code. On verra un peu les différentes erreurs que j'ai pu voir en audit, en workshop, et ce que je préconise et puis ce que moi je vous propose comme piste de départ pour ça. Ce n'est pas des réponses absolues en général, mais des pistes de réflexion. Vous avez le droit de ne pas être d'accord et du coup vous avez aussi le droit de le dire. Un petit mot sur Whiskel, qui est l'entreprise dans laquelle j'ai la chance d'être. C'est une entreprise qui est très ouverte au partage des connaissances, c'est pour ça qu'on organise ces WeSpeak Cloud, qui a une expertise globalement sur le cloud, que ce soit AWS, GCP, un petit peu d'Azure, et sur la mise en place de la méthodologie DevOps. Alors je vois que certains parmi vous font des photos, il y aura les slides qui seront disponibles sur SpeakerDeck, on vous enverra un lien où il y aura le lien qui sera disponible, d'accord, donc ne vous inquiétez pas. Et donc oui, le partage de connaissances, c'est donc le partage de connaissances entre nous, bien sûr, avec nos clients, parce que l'objectif pour nous, c'est de garder une autonomie, de faire une autonomie chez les clients, et aussi à l'ensemble des acteurs du métier, d'organiser des sessions comme ça permet de discuter de notre savoir et puis de le partager, et puis pourquoi pas que vous me fassiez changer d'idée. Donc moi, c'est Sébastien. Je travaille chez Whiskel depuis un peu moins de 3 ans. Ce que je fais chez Whiskel, c'est beaucoup d'audits, de workshops. J'aide les clients à passer dans le cloud, ou ceux qui sont dans le cloud à améliorer l'existant. Et du coup, beaucoup de conseils autour de l'infrastructure as code, bien sûr. Et moi, je suis spécialisé dans AWS, GCP et Kubernetes. Voilà en quelques mots. Donc je vous disais, l'objectif de cette session, c'est absolument pas de vous apporter des vérités absolues sur l'infrastructure as code. Aujourd'hui, chacun fait son infrastructure as code et c'est très bien comme ça. Je pense que l'idée, c'est de donner des points sur lesquels j'ai identifié des vraies erreurs chez mes clients. Comme ça, vous n'aurez pas à les faire. Et puis, on parlera des bonnes pratiques et je proposerai voilà, des règles et une petite démo. Je suis tenté à faire une définition de l'infrastructure as code, ce qui n'est pas très évident. Du coup, je vous propose ça. C'est un ensemble de code source. C'est un mot en gras parce que pour moi, il est important. C'est du code source, l'infrastructure as code, permettant de créer, tester, modifier, mettre à jour et supprimer une infrastructure et ses applications. Pour moi, l'infrastructure as code ne se limite pas à on crée de l'infrastructure. Forcément, on crée une infrastructure pour pouvoir déployer ses applicatifs dedans. Et forcément, une fois qu'on finit de lancer ce programme qui nous a créé notre infrastructure, il faut que les applications soient là, il faut qu'on puisse les tester, il faut qu'elles soient lancées, il faut qu'elles marchent. Et ça avec un ensemble d'outils, avec ou sans intervention humaine, au fur et à mesure. On peut imaginer des interventions humaines de validation au fur et à mesure, ou absolument pas d'intervention. Ça, c'est... j'ai envie de dire, c'est votre programme et c'est vous qui décidez s'il y en a besoin ou pas. Je vais d'abord parcourir un peu toutes les erreurs qui sont à éviter ou les angoisses que j'ai pu avoir en arrivant dans certaines missions. Donc c'est des exemples de ce que j'ai pu trouver, de ce que j'ai beaucoup trouvé ou pas beaucoup trouvé. Certains sont peut-être un peu exagérés, mais d'autant réels. Donc voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, n'hésitez pas à intervenir encore une fois. Première erreur, et celui que je vois le plus peut-être, c'est le copier-coller. C'est-à-dire que on a créé une autre plateforme de test, on a créé une plateforme de dev pour les développeurs. Ce qu'on fait, c'est on copie-colle le code et puis on crée notre plateforme d'UAT comme ça. Et pour la prod, on va copier-coller le code aussi de l'UAT pour faire de la prod. Ça répond à une problématique qui est claire, c'est que l'ensemble de mes plateformes sont différentes. C'est évident que je ne vais pas mettre les mêmes machines en production qu'en développement. Et donc, j'ai besoin forcément de construire des plateformes différentes en partant d'une base commune. Du coup, je crée cette base commune, je la copie et je change l'existant. Donc, par exemple, on va retrouver soit des repositories, soit des branches pour la recette, le développement, la pré-production, la production.
Pourquoi c'est une erreur? Parce qu'en fait, au lieu de gérer une plateforme, en fait, vous en gérez plein. Vous en gérez autant que vous avez de plateformes. Donc vous gérez au final 3, 4, 5 fois le code. D'accord? C'est aussi une erreur parce que forcément, ça marche en dev et ça ne marche pas en prod, ça ne marche pas en recette, ça ne marche pas. Et forcément, c'est du copier-coller, donc ce n'est pas le même code. Donc du coup, tout ce que vous avez testé en développement, comme tout ce que vous avez testé en recette, bah, en fait, vous ne l'avez pas testé pour la production, puisque c'est des codes différents, puisque vous les avez copiés. Et du coup, vous devez tout redévelopper tout le temps. Vous ajoutez une fonctionnalité en dev, bah, il faut la redévelopper en recette. Même si le code est déjà fait, bah, il s'agit bien de le recopier, encore une fois. Et pareil pour la prod, vous devez recopier et revalider en fait l'ensemble du code. Repasser vos linters, repasser vos tests. Sauf que faire du test en production, en général, ça finit mal. Deuxième erreur que j'ai pu beaucoup voir pendant mes audits. Oui, pardon. Mais en fait, ce que vous faites, c'est des submodules Terraform avec une gestion de branche par submodule ou plutôt un wrapper genre TerraGrunt? Tu veux dire qu'est-ce que les gens qui font ces erreurs-là font? Pour le point d'avant, en fait, Ouais. la solution technique que vous utilisez, c'est un wrapper type TerraGrunt ou alors c'est une gestion du code Terraform avec des submodules et dans chaque submodule, par exemple, une branche pour l'intégration, une branche pour la production. Alors non, justement, moi l'idée c'est de pas du tout utiliser ça, mais justement on y reviendra après sur qu'est-ce que moi je préconise et ce que je propose. Mais garde bien cette idée en tête et j'essaierai d'y revenir après du coup. Du coup, deuxième erreur, ne pas versionner le code. D'accord? Le cas typique, on a créé un bastion, on met notre code sur ce bastion et on espère que ce bastion est backupé, histoire de ne pas perdre tout mon travail si le bastion tombe. Et par exemple, je commit dans Git une fois par semaine, ce qui représente un gros volume de code quand même créé normalement, enfin, en tout cas si vous avez travaillé dessus. Et du coup, c'est quoi? Pourquoi c'est une erreur ça? Bah, tout simplement, c'est quoi la version de production du AT ou de développement si jamais j'ai rien versionné? Qu'est-ce qui tourne aujourd'hui sur ma production? Qu'est-ce qui tourne sur ma recette? Comment je sais en fait où est-ce que je me situe dans mon historique de version si je ne l'ai pas versionné? S'il faut revenir en arrière, par exemple, si de temps en temps une mise à jour d'une application va nous demander une mise à jour de l'infrastructure, et comme il est de bon ton quand même de prévoir un rollback au niveau de ces applications, bah, il faut le prévoir aussi de son infrastructure. Si on n'a pas versionné, si on n'a pas de tag pour faire ça, bah, comment on fait pour rollbacker? Comment on sait quelle était la version d'avant? Et enfin, quelque chose qui nous arrive tous, on fait des mises à jour et puis ça ne marche plus. Bah, qu'est-ce que j'ai changé? Qu'est-ce que j'ai changé qui fait que ça ne marche pas? S'il faut que je revienne une semaine en arrière et que je teste tous mes changements, c'est un travail énorme. Si j'ai commité et pushé chaque version au fur et à mesure, chaque changement que j'ai fait, bah, je sais exactement et facilement revenir en arrière. Troisième erreur que je vois souvent, bon, on ne teste pas en fait. C'est-à-dire que je ne teste pas les mises à jour que je fais. D'accord? Je pars sans arrêt d'une nouvelle, par exemple, plateforme. Systématiquement, je recrée une nouvelle plateforme. Donc, je n'ai pas testé en fait ma mise à jour. Je ne teste pas le rolling out, ce dont on vient de parler. On demande à nos développeurs de le faire. On est développeur d'infrastructure, on doit aussi se le faire du coup, cette gestion du rolling out. Autre chose que je vois régulièrement, on écrit directement le code d'infrastructure sur la plateforme de dev des développeurs. Ah, c'est une plateforme de dev, après tout, elle est là pour ça, et donc j'écris mon code directement dessus. Mais en fait, pour les développeurs, ça peut avoir un gros impact si jamais vous ratez. Et du coup, si les développeurs ont plus accès à leur plateforme, peut-être qu'ils ne peuvent plus travailler. Et ça a un gros impact aussi économiquement pour l'entreprise. Troisième point, après avoir écrit mon code en développement, je mets directement à jour la plateforme de recettes. Ça aussi, c'est ne pas tester, en fait. J'ai écrit mon code en dev, il marche en dev, je le passe en recette. Ouais, mais est-ce que la mise à jour marche? On revient un peu au premier point. Et troisième chose, je n'ai pas prévu de sanity check à la fin de mon code.
Ce qui fait qu'en fait, j'ai aucune idée de savoir si le code que j'utilise a fait que ça marche, en fait, tout simplement. Est-ce que les cas de production sont bien pris en compte? Parce que j'ai mis des if production un peu partout, mais est-ce que je les ai testés à un moment donné? Je vois des 3 gens qui sourient là. Mais c'est une erreur assez fréquente en fait. J'ai mis des if en production en me disant si c'est la production, bon je change la taille de ma VM, ça on peut dire que ça marche. Mais il y a plein d'autres cas que je fais que en production que j'ai jamais testé avant d'arriver en fait en production. Donc tester, c'est douter. Savoir si la plateforme marche. Pas de sanity check à la fin de votre infrastructure as code fait que vous n'avez aucune idée si en fait ce que vous venez de faire fonctionne. Vous n'avez aucune idée de savoir si c'est bien déployé. D'accord? Ça veut dire qu'en fait vous êtes dépendant des utilisateurs, au mieux vos développeurs, pour savoir est-ce que la plateforme est bien déployée en l'état, est-ce qu'elle correspond bien à ce qui était attendu. Et comme je vous le disais avant, forcément vous avez impacté énormément le travail des autres. Vous avez mis à jour le développement au fur et à mesure, vous mettez à jour la recette directement, peut-être qu'il y a une recette en cours, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez impacté directement le travail des autres. Quatrième erreur que je vois souvent, ne pas gérer l'idempotence de son code. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est l'idempotence? D'accord. 2-3 personnes. Donc ne pas gérer l'idempotence, on revient sur ne pas la tester. Et ne pas gérer aussi, ne pas tester les différences entre les versions. Alors l'idempotence, c'est ça. L'idempotence, c'est vous faites une action et vous êtes sûr que ça fait toujours la même chose. Donc là, les 2 boutons, ouvrir et fermer la voiture, on peut se dire que c'est un peu bizarre d'avoir 2 boutons différents pour faire au final une action qui a un booléen. En fait, ça vous permet d'être sûr que quand vous fermez votre voiture, vous êtes sûr que vous fermez la voiture. Quand vous ouvrez la voiture, vous êtes sûr. Sinon, en fait, vous ne savez pas trop. Vous allez à la poignée, vous testez. Là, vous êtes sûr que si vous appuyez sur fermer, c'est fermé. Alors que le bouton du milieu, lui, n'est pas idempotent. Je ne sais pas trop à quoi il sert, mais on va dire qu'il sert à ouvrir le coffre. Ou à le fermer. Du coup, est-ce que le coffre il est ouvert ou est-ce qu'il est fermé si vous ne voyez pas la voiture? C'est pas un peu comme le chat de Schrödinger, mais presque. Et du coup, c'est un des objectifs de l'infrastructure, en fait. On a dit au début, dans la définition que j'ai essayé de faire, on veut pouvoir réparer son infrastructure avec l'infrastructure as code. On veut que quand on la relance, ça nous revienne dans un état qu'on avait jugé bon au moment où on a écrit le code. D'accord? Et donc, un des objectifs, c'est de pouvoir réparer son infrastructure, et pour ça, on a besoin de l'idempotence. On a besoin qu'à chaque fois qu'on relance notre code, on retrouve bien exactement le même résultat. Et que donc, que ça corrige d'éventuelles erreurs. Et deuxième chose, si on est idempotent, qu'est-ce que je fais pour ma production? En fait, est-ce qu'il faut que je fasse à chaque fois du blue-green? Il faut que je reconstruise ma prod à côté et que je bascule au niveau du DNS? Ou est-ce que, comment je fais si ce n'est pas idempotent? Comment je fais pour être sûr que je ne vais pas casser ma plateforme? Et enfin, je ne peux pas itérer facilement pendant mon développement. Si à chaque fois il faut que je supprime et que je recrée de la plateforme, ça me prend un temps fou. Même si vous êtes sur du cloud, le temps de création d'une VM, c'est quoi? 2, 3, 4 minutes? Parfois plus quand ils ont des erreurs. Le fait d'être idempotent, ça me permet d'itérer très facilement. Je vais juste changer ce qu'il y a à changer. Quatrième erreur que je vois, c'est je fais de l'infrastructure as code, mais en fait, je ne fais pas vraiment du code. C'est-à-dire j'utilise un certain nombre d'outils qui me permettent de créer de l'infrastructure, mais je ne mets pas d'intelligence dedans. Infrastructure as code, ça a pour nécessité d'être intelligent, parce que je dois gérer l'idempotence, parce que je dois gérer les cas d'erreur, parce qu'il faut que quand je relance mon script, ça répare ma plateforme. Et donc, comme je ne mets pas d'intelligence au sein de mon infrastructure as code, en fait, j'ai plein de petits jobs dans tous les sens. J'ai un job qui va faire le sanity check, j'ai un job qui va créer mes VM, j'ai un job qui fait le deployment, et j'ai des pipelines Jenkins. Alors là, on peut avoir du code dans des pipelines Jenkins, ça s'appelle des Jenkins files, mais j'ai du code qui, en fait, va... Enfin, j'ai pas de code, du coup, rien n'est logique, en fait.
Et pire que ça, c'est les gens qui vont lancer ces différents jobs qui ont la connaissance en fait de ce code-là. C'est-à-dire qu'on tombe dans la traditionnelle erreur de la complexité, bah, en fait, est détenue par une ou deux personnes. Au mieux, et encore au mieux, elle est documentée. Au pire, elle est dans la mémoire des développeurs. OK. Premier problème. Deuxième chose, bah, on devient très très dépendant de son outil de CD. Je parlais de Jenkins tout à l'heure. Bah, en fait, si notre Jenkins tombe, est-ce qu'on peut relancer les plateformes ou pas? Est-ce qu'on peut les réparer? J'ai un problème qui survient. Si en plus j'ai un problème avec mon Jenkins et que je dépends du Jenkins pour tout faire parce que j'ai besoin de lui pour lancer des jobs, bah, en fait, je ne peux plus rien faire. Et donc, je suis complètement dépendant de mon outil de CD pour faire absolument tout. Je ne peux pas juste lancer un script sur un bastion, sur n'importe où, qui va me relancer les choses. Enfin, bah, on revient sur une nécessité qui est celle de versionner son code. Parce que le code doit être versionné. C'est un des fondements fondamentaux. Cinquième erreur que je vois très souvent, et là je sais que je vais lancer quelques débats, c'est GitOps. GitOps, ça marche très très bien sur une ou deux plateformes si on veut faire les choses rapidement. GitOps, c'est quoi? C'est en fait, j'utilise les branches de mon SCM, donc de Git en général, de manière à avoir les différentes plateformes qui se construisent. D'accord? Mais en fait, ça revient à quoi? Bah, ça revient à mon erreur numéro 1. Mon erreur numéro 1 qui était, j'ai dupliqué mon code, j'arrive 2 secondes. J'ai dupliqué mon code et du coup, j'ai ma branche de production qui est celle de master, j'ai ma branche de dev qui est develop, j'ai ma branche de recette qui est recette, et en fait, je passe mon temps à merger d'une branche à l'autre. Alors, ça marche très bien, sauf qu'au moment où vous mergez sur master, pour aller en production, est-ce que vous avez testé le code issu du merge? Bah non, puisque c'est votre branche de production. Vas-y, vas-y. Ouais, mais moi, ma question, c'est par exemple si effectivement j'ai cette approche GitOps, où en fait je vais, par exemple, disons que j'ai deux environnements, un environnement dev, un environnement d'intégration, et que par exemple il y a une petite modification entre l'environnement dev et l'environnement d'intégration. Ce que je vais faire en fait, c'est un cherry pick qui vont pointer vers une branche en particulier uniquement quand j'en ai besoin en fait. Donc en fait finalement je vais modifier qu'une seule branche sur mes deux environnements. Donc il n'y a pas vraiment de duplication de code, c'est plutôt l'économie de la duplication de code. Enfin voilà, je sais pas si... Alors il faudrait que tu me fasses un schéma, mais l'idée du truc c'est bien d'avoir, quand tu fais une branche, tu fais une copie. Et quand tu merges une branche, tu la merges. L'idée c'est que en fait chaque module Terraform pointe vers un autre module Terraform. Et en fait c'est Terraform lors du Terraform init qui va cloner de module en module. Et par exemple, je peux avoir un tag ou une branche, et ce qui fait que, en fait, je ne vais modifier que le module Terraform concerné par rapport à... D'accord. Mais là, ce que tu me parles, c'est du Gitflow. Et Gitflow, c'est bien géré pour faire du développement. On en reparlera plus tard. Mais l'idée de faire du développement, c'est effectivement ça. C'est je fais des branches et après, je les merge. Mais ça va très bien jusque les plateformes de dev, en fait. À partir du moment où tu testes, en fait, tu dois t'assurer que le code testé, c'est bien toujours le même. Et donc, à un moment donné, tu es bien obligé de taguer sur ta branche master, de manière ensuite à redéployer tes différentes plateformes à l'identique avec le même code. Si jamais tu déploies une certaine version, donc d'une certaine branche en recette, et que tu merges après, tu n'as jamais testé ce que tu déploies en prod. Mais tu as raison sur l'utilisation de Git, par contre. C'est juste qu'il ne faut pas l'utiliser pour la partie plateforme. Tu vois où est-ce que je veux en venir? Peut-être on en discutera à la fin parce que je voudrais faire un schéma en fait. Ok, ça marche. Et du coup, la vraie bonne question, du coup, c'est, ok, Sébastien, t'es gentil, là, j'utilise pas GitOps pour gérer mes différentes variables, mais du coup, comment je gère mes différentes configurations? Puisque j'ai bien différentes configurations, on a commencé par ça. Oui, j'ai différentes configurations entre ma prod, ma recette et mes devs. C'est de ça dont on va parler un peu plus tard. Donc, quelle techno j'utilise? Bon, encore une fois, c'est une liste qui est non exhaustive. Vous pouvez absolument tout utiliser comme techno. À partir du moment où on parle à des API, en particulier dans le cloud,
Vous pouvez utiliser n'importe quel langage pour faire ces API. Vous pouvez vous utiliser d'outils ou tout faire en assembleur. Je ne vous recommande pas l'assembleur pour ce genre de projet, mais si ça correspond à un cas client, pourquoi pas. J'espère pas, en tout cas. Donc la liste n'est pas exhaustive ni discriminante, ça dépend du cas client. On va voir ceux que moi j'utilise un peu au quotidien. Pour la partie création d'infrastructures, bon, je pense que... Est-ce que tout le monde connaît Terraform ici? Ouais, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Terraform, c'est un outil de HashiCorp, et cet outil va nous permettre de décrire en fait une infrastructure, et il est idempotent en lui-même, donc on va pouvoir relancer les choses plusieurs fois, et il va stocker, il va créer ses éléments d'infrastructure en fonction de ce qu'on lui a dit. C'est un langage descriptif qui est très intéressant parce qu'il va être compatible multi-cloud et multi-API. Vous pouvez par exemple avoir un seul Terraform qui va créer des machines dans AWS et GCP, faire le peering entre les deux, lancer un Kubernetes dans les deux, les lier et installer un package Helm à l'intérieur. Donc c'est quelque chose quand même d'assez puissant. On a le pendant sur AWS qui est CloudFormation, qui bien sûr ne marche que sur AWS, qui va nous permettre aussi de créer l'infrastructure, et Deployment Manager qui est son équivalent chez GCP. Mais je suis persuadé qu'il y a l'équivalent chez Azure, mais je ne le connais pas. Et puis on en a plein d'autres en dehors du cloud qui vont aller piloter de l'OpenStack, qui vont aller piloter plein de choses. Et je crois d'ailleurs que Terraform peut piloter de l'OpenStack. Ensuite, il y a le packaging applicatif. Le packaging applicatif, c'est ce qui est sorti de la CI. À la fin de notre CI, on a fait un certain nombre de tests. On a fait des tests de QA, on a fait des tests de lint, on a fait des tests unitaires, des tests d'intégration, peut-être. En tout cas, si vos développeurs bossent jusqu'au bout. Et à partir de là, on va avoir une application qu'il va falloir qu'on package pour pouvoir ensuite la déployer. Là, on va pouvoir trouver plein de packages. On va pouvoir trouver des conteneurs avec Docker ou Rocket, des packages un peu plus système, on va penser à apt, à Yum, des archives aussi, des bêtes zip qu'on va pouvoir mettre dans S3, dans GCS, qui vont être intéressants pour nous pour déployer du serverless par exemple. Vous avez un peu plus une version cloud de l'histoire, c'est-à-dire on fait une image avec l'OS, avec tout ce qu'il y a dedans, et cette image va nous servir, va être versionnée dans notre cloud provider et va nous permettre de l'instancier. C'est ce qu'on faisait autrefois avec les ISO. On crée notre distribution ISO, on la mettait sur un CD et ça nous permettait de l'installer rapidement. Bon, là, c'est exactement la même chose, plus ou moins. Et puis, on a des choses un peu plus industrialisées avec du Nexus qui va permettre de mettre à la fois du conteneur, des packages, des jars pour les gens qui font du Java, les choses comme ça. Après, on va faire le déploiement de notre application. Donc si on a des conteneurs, c'est assez facile. Si on a plus d'un serveur, on utilise du Kubernetes. Si on est hors prod, on peut utiliser du Docker Compose. Ou si on a un seul serveur, autant utiliser du Docker Compose. Au niveau de notre package ou de notre archive, on va pouvoir utiliser de l'Ansible. Alors Ansible, c'est un serveur en fait, qui se connecte en SSH aux machines et puis qui fait des commandes bash, en gros, à l'intérieur. Ça a l'avantage d'être complètement clientless, puisque vous avez juste besoin de votre serveur pour qu'il aille installer votre application. Donc forcément, c'est très utile dans le cadre de l'infrastructure as code. Puppet, c'est la même chose, sauf qu'il y a un client. Et vous allez pouvoir aussi utiliser du bash, après tout. Vous pouvez vous connecter en SSH aux machines et lancer des scripts bash à l'intérieur. C'est exactement comme ça que fonctionne Ansible, en un peu plus amélioré, un peu plus étoffé quand même. Et puis vous avez la méthode Terraform pour faire le déploiement applicatif. Pour serverless, on copie un zip dans notre lambda par exemple. Ou au moment où on crée la machine, on lui indique la bonne AMI ou la bonne image. Ou toute autre chose, par exemple Terraform peut piloter du Helm, Helm qui peut installer des choses dans Kubernetes. Pour lier les outils maintenant, puisque là on a vu qu'il y avait plein d'outils différents possibles pour faire tout ça, et donc à un moment donné il va falloir les lier, d'accord? Parce qu'il y a une partie de mes applications qui va tourner dans mon Kubernetes, il y a une partie que je vais instancier, en fait je vais instancier les AMI et qui vont tourner.
Il y a une partie où va falloir créer une machine un peu à la volée et aller lancer un playbook Ansible dedans pour pouvoir installer ma machine. Et donc pour tout ça, il va falloir que je le lis. Si le job qui veut lancer Ansible, je le lance avant la création de la VM, ça ne marche pas. D'accord, forcément. Et donc ça dénote un minimum d'intelligence. Il va y avoir de l'intelligence aussi parce que peut-être que je ne veux pas monter l'ensemble de mes stacks à chaque fois. Par exemple, j'ai une grosse application. Peut-être que mon équipe de développement, elle a besoin juste du Kubernetes ou juste d'une VM. Et dans ces cas-là, je ne vais pas tout lui monter à chaque fois. Ça me coûterait beaucoup trop cher. Et il faut que je commence à réfléchir au côté FinOps dès le début. Dès que je commence à concevoir mon code, il faut que je réfléchisse à cet aspect-là. Du coup, mon conseil, c'est d'utiliser Python. Alors, comme je le disais, ce n'est absolument pas une obligation, mais ça a l'avantage d'être assez connu par les ops et par les devs. C'est un langage qui est en général compris par les deux côtés, ce qui est un peu utile quand on essaye de rejoindre une méthodologie DevOps. C'est un langage qui est super simple à utiliser et je dis qu'il est très complet dans le domaine puisqu'il inclut énormément de librairies pour aller parler nativement à Kubernetes, à Terraform, tous les objets qu'on a vus avant. Et Ansible est en grosse partie écrit en Python. Donc on a vraiment une logique, une cohérence avec Python. Encore une fois, c'est absolument pas indispensable. Les deux parents pauvres de l'infrastructure as code au niveau des outils, c'est la testabilité et la documentation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut faire des tests. En fait, il y a très peu d'outils qu'ils utilisent pour faire des tests. Donc, ce que je fais, c'est je crée un environnement éphémère dans mon coin et je regarde s'il marche, avec des sanity checks, avec tout ça, pour vérifier que ça fonctionne. Je peux utiliser aussi un objet qui s'appelle, un outil qui s'appelle Atlantis. Je ne sais pas si parmi vous, certains ont entendu parler. Ouais. Il n'y a pas grand monde qui regarde notre blog, du coup. Sur Atlantis, en fait, il va comparer justement deux merge requests au niveau de votre Git et il va vous donner la différence d'exécution. Ça s'appelle un plan dans Terraform. Il va donner la différence de plan Terraform. Donc, il va vous dire, dans ta merge request, tu me supprimes une VM et tu m'en crées 3 autres. Et tu m'ajoutes aussi, je sais pas, une base SQL et un bucket. D'accord, donc on va pouvoir voir les différences et quand on accepte la merge request du développeur d'infrastructure, on sait exactement quel va être l'impact. C'est une façon de tester. D'accord. La documentation, on revient aux bonnes vieilles méthodes de documentation, c'est-à-dire soit on a quelque chose qui nous génère un graphe absolument horrible dans Terraform qui est complètement illisible, soit on met des balises un peu partout dans notre code sous forme de documentation et on a des objets qui vont lire ces balises-là et extraire de la documentation. Dans les deux cas, il faut le faire, mais c'est vraiment le parent pauvre de tout ça. Donc on espère qu'il y a des outils qui vont sortir dans pas longtemps pour ces deux problèmes. Ce que je vous propose maintenant, c'est de partir sur un cas client. D'accord, complètement fictif, donc que j'ai inventé pour l'occasion et qui vont nous permettre de dérouler les différentes étapes de réflexion et de construction d'une infrastructure as code. Alors le code étant relativement complexe, je ne vais pas le faire en direct, mais normalement la démo devrait marcher, comme d'habitude. Donc le cas client, c'est quoi? C'est un cas que j'ai complètement imaginé. En gros, le client, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ça ne lui coûte pas trop cher, parce qu'il fait du cloud, donc le but, c'est quand même de faire des économies. Donc le premier principe, c'est je ne veux pas que ça me coûte trop cher. Je veux que mes développeurs puissent rapidement prendre la main dessus. C'est-à-dire ils veulent pouvoir un peu customiser leurs environnements, mais sans rentrer dans du Terraform, sans rentrer dans de l'Ansible, sans rentrer dans du Cube, d'accord? Ça, c'est le boulot pour lui de ses ops et il ne veut pas en démordre. Okay, donc, ces développeurs, il ne veut pas du tout qu'ils touchent à ces codes. Mais par contre, il faut qu'ils puissent les utiliser. Je ne veux pas dépendre d'un outil de CD. Alors, je n'avais pas trop d'idées sur pourquoi il ne voudrait pas dépendre d'un outil de CD. Donc, le choix que j'ai fait, c'est de dire, en fait, il n'a pas choisi son outil de CD. Il voulait prendre du Jenkins, mais ses développeurs ont pété un câble parce que Jenkins c'est trop lent, c'est du Java, etc. Et du coup, il n'a pas encore été choisi. Il veut par contre que ça soit dans le cloud GCP, ce qui m'arrange puisque j'ai 2-3 compétences dans le domaine. Et son cas d'architecture, c'est des microservices.
Donc moi, comment je comprends ce besoin-là et comment on pourrait le comprendre tous ensemble? Il y a un mot-clé qui ressort tout de suite qui est FinOps. Je ne veux pas que ça coûte trop cher, on fait lien avec FinOps. Si je veux, moi, pouvoir fournir à ces développeurs le fait de pouvoir customiser facilement des plateformes, il faut qu'ils puissent les décrire. Pour qu'ils puissent décrire des plateformes, le plus simple, c'est d'utiliser du YAML ou du JSON, c'est la même norme. Et ce JSON-là, il doit rester le plus proche possible de l'architecture de manière à ce qu'ils le comprennent. Il veut limiter le nombre de scripts à lancer. Il n'a pas d'outil de CD, donc il veut limiter le nombre de scripts qui se lancent et il veut avoir une cohérence et que ça soit simple d'utilisation. Après tout, c'est une application comme une autre et les applications, on veut qu'elles soient simples maintenant. Et il veut bien sûr utiliser les API du cloud provider au maximum. Et pas tout redévelopper à la main. FinOps. Alors FinOps, c'est un petit bouquin qu'on a sorti il n'y a pas longtemps chez Whiskel. N'hésitez pas à le demander sur le site web. Il y a 2-3 informations intéressantes. Ça, c'était la petite page publicité. Ce qu'on veut, c'est maîtriser les coûts, en gros, avec FinOps. Et du coup, on veut potentiellement se dire, on veut utiliser des conteneurs en développement et des services managés ensuite. Ça va me coûter beaucoup moins cher de lancer un MySQL dans un conteneur à l'intérieur de Kubernetes en développement. Et puis, si ça crache, tant pis. De toute façon, c'était du développement. Par contre, ensuite, oui, je vais avoir besoin potentiellement d'utiliser des services managés. Et donc, il faut que la façon dont on décrit notre manifeste inclue ce genre de choses. Je veux pouvoir gérer des typologies de plateformes. Je veux faire en gros des tailles de t-shirts. J'ai dev, UAT, prod. Dev, c'est vraiment la taille minimum de la plateforme qui ne doit vraiment pas me coûter cher. Et la prod, elle doit être résiliente, elle doit être safe, elle doit être tout ce qu'on veut. Donc je veux pouvoir définir des tailles de t-shirts, des tailles de plateforme. Pour gérer la partie FinOps et maîtrise des coûts, clairement, il faut que je fasse des environnements éphémères qui sont créés à la demande quand il y en a besoin. On peut imaginer qu'une équipe de développement a un environnement qui se crée le matin à 8 h quand ils arrivent à 8 h et qui se détruit le soir quand ils partent à 20 h. Par contre, je ne peux pas faire forcément la même chose en recette. Si j'ai des scrolls qui passent qui vont durer plusieurs jours, par exemple, je pense à du Botify ou des choses comme ça, là, elle ne peut pas vraiment être éphémère. En tout cas, pas tous les jours. Mais par contre, elle peut être éphémère d'une semaine sur l'autre. Quand je lance un test de performance, par exemple, je sais pas, tous les mois, autant créer la plateforme pour ça qu'à ce moment-là. Ça n'a aucun intérêt de la laisser tourner le reste du temps. Pour faire des économies, je veux aussi pouvoir choisir ma région. Si tout d'un coup, je m'aperçois pour un test de performance que ça serait beaucoup moins cher de le faire en Belgique, j'ai aucun intérêt de le faire en Irlande. Et le principal axe pour économiser de l'argent, c'est que ça ne soit pas trop compliqué. Du coup, ça me donne ça, ce YAML. On va le diviser en plusieurs étapes. On a la description d'un projet. La description d'un projet, donc là, c'est une plateforme qui s'appelle Dev2. Cette plateforme Dev2, elle est dans un projet GCP particulier. Elle est de type Dev, elle est dans une région. Je définis ici des buckets qui vont me permettre de variabiliser mes environnements. Et je définis ici une liste d'IP de waitlist, c'est-à-dire tous les IP qui seront autorisés à accéder à cet environnement-là. Bon, forcément, en prod, ça serait 0.0.0/0, parce que ce que je veux, c'est que ma prod soit accessible, ou pas, d'ailleurs. Ensuite, j'ai un bloc d'infrastructure qui contient plein de choses. Il contient une version d'infrastructure. Il contient l'ensemble des ranges IP que j'utilise dans cette infrastructure, ce qui me permettra de les dupliquer dans d'autres environnements, soit de les réutiliser, soit de les dupliquer. J'ai un champ Bastion, Cloud SQL, GKE, Dependencies, Namespace qu'on va distinguer juste après. Donc là, je définis bien l'ensemble des éléments de mon infrastructure. Par exemple, dans le bloc GKE, je dis quoi? Je dis l'instance type qui est utilisée, c'est ce type-là, que je pourrais changer éventuellement à un autre moment. J'ai un IP de whitelist qui me permet d'accéder à mes masters, qui est différent des IP qui peuvent accéder à mon site. J'ai un nombre minimum d'instances et un nombre maximum d'instances. J'ai une version de mon Kubernetes.
Et dans ce cas, c'est une plateforme de développement et je donc choisis d'avoir des instances préemptibles. D'accord? Par exemple, pour le bastion, je peux choisir l'image. Je peux choisir, pareil, l'instance type, si c'est préemptible ou pas. Pour le Cloud SQL, la version du Cloud SQL, le type d'instance, le disque de l'instance. Je pourrais indiquer ici, d'ailleurs, si je veux que cette instance soit résiliente. D'accord? Par construction, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai choisi si mon environnement est de type production, dans ces cas-là, elle sera résiliente. Mais j'aurais pu très bien le mettre à ce niveau-là. Hein. Et après, je définis un certain nombre de dépendances. Donc ici, le Prometheus Operator, avec sa version, un consul que je peux enable ou non, d'accord, et sa version, un ingress controller, quelle version? Ah tiens, quelle version du Helm chart, quelle version de l'applicatif? Est-ce que je l'enable ou pas? D'accord? Donc là, j'ai un ingress controller public, un ingress controller privé. Donc là, le privé n'est pas activé dans ce cas-là. Je pense d'ailleurs que ce truc-là n'a aucun impact dans mon code, je ne suis pas allé jusque-là. Mais bon, le champ est là au moins. Et après, j'ai des namespaces. J'ai des namespaces à créer automatiquement à la fin pendant mon infrastructure as code. Les namespaces étant un objet Kubernetes, et forcément, il faut les créer au moment de notre infrastructure. Et donc là, on définit gateway, on définit monitoring, ingress controller, observability. Et tiens, dans le namespace web service, je vais rajouter un Prometheus et je lui dis comment il s'appelle. D'accord? Je pourrais dire aussi, tiens, dans le namespace web service, je vais rajouter un Grafana. Parce que mon équipe en a besoin dans ce namespace-là. Et là, on commence à construire vraiment un truc un peu à la demande. Ils vont pouvoir se dire, tiens, je rajoute un namespace, je rajoute un Prometheus dedans, je rajoute un Grafana. Voilà, ils sont libres de faire leur choix en fonction de ce template-là. Alors, l'exemple est relativement provoquant parce qu'on va très très loin là dans ce qui serait possible ou pas de faire. Mais l'idée, c'est d'arriver à ce niveau de modularité en fait dans nos codes. Toujours en fonction du cas client, bien sûr, mais il faut que notre code soit relativement autonome par rapport à ces changements-là. Et puis, j'avais la partie infrastructure, j'avais la partie application. Donc là, la partie application, j'ai un lien vers de la documentation, pourquoi pas. J'ai le nom de l'application, j'ai la version de l'application, potentiellement la version du chart aussi que je veux utiliser, du chart Helm. Le namespace dans lequel je vais l'installer. Ici, je n'ai pas de version parce qu'en fait, ce que je veux, c'est directement déployer des fichiers YAML. Hein. J'ai une application qui n'a pas de chart Helm, et donc je veux pouvoir le faire également dans un namespace spécial. Et cette application a besoin d'un lien vers mon Cloud SQL. D'accord? Parce que là, j'ai créé un élément d'infrastructure qui était mon Cloud SQL. Je crée une application, mais comment est-ce que je les lie au niveau des users? J'ai besoin, dans mon code d'infrastructure, de pouvoir lier la base de données que je viens de créer et sur lequel Google m'a gentiment créé un utilisateur root à une application dont je ne veux absolument pas qu'elle ait accès à un utilisateur root. Et du coup, je vais pouvoir lui dire, je veux un user qui s'appelle test-user, qui mettra ça dans un secret, le login mot de passe, dans un secret qui s'appellera user secret dans Kubernetes, et qui me créera la database test. Donc comme ça, je peux lier mon infrastructure avec mon applicatif. Et du coup, je retrouve mon Python qui est là pour dire, je vais lire ce YAML-là, qui est quand même assez compliqué, donc je suis content d'avoir un langage un peu plus évolué que Bash pour le faire, même si je sais qu'on peut tout faire en Bash, je ne veux pas déclencher de passion. Donc, on utilise Python pour lire, interpréter, valider aussi potentiellement l'entrée. D'accord? Comme je ne maîtrise pas les entrées, que c'est les développeurs qui le font, peut-être qu'ils ont des problèmes de zone, ils ont écrit un mauvais YAML, etc. Donc, il faut que je puisse le valider, ce YAML que je lance. Le YAML, il permet aussi de lancer un Terraform en local. Il fork un process et il le lance. Il le variabilise. Il permet donc de créer via Terraform toute la partie GCP. Et il permet aussi d'accéder à GCP pour certaines choses. Alors très souvent, dans le cadre de ce truc-là, ce que j'ai fait, c'est que je lance un bash avec une commande gcloud à l'intérieur. Mais c'est vraiment parce que j'ai été feignant sur ce coup-là.
Et il va aussi pouvoir parler potentiellement à Kubernetes pour récupérer un certain nombre d'infos directement. Par exemple, créer des mots de passe, créer des secrets, des choses que je ne peux pas mettre dans des YAML à l'intérieur de mon code applicatif. Et enfin, Python va me permettre aussi de faire des sanity checks à la fin. Parce qu'au début, ma plateforme, le temps qu'elle se lance, bah, elle sera en erreur. Et ce que je veux, moi, c'est rendre la main à l'utilisateur de ma plateforme que quand elle est up and running. Et donc, je fais des sanity checks qui attendent que la plateforme soit up and running. Et puis, si elle attend au bout d'un quart d'heure, bah, je la déclare en erreur. OK ? Et là, on a vraiment une logique et une construction, enfin, on a du code. On commence à avoir une application d'infrastructure. Donc, je propose une petite démo. Alors, je vais fermer tout ça. Donc, j'ai créé un petit projet. Alors là, j'ai tout mis en mode monorepo. Et donc, j'ai l'ensemble de mes plateformes qui sont ici disponibles au sein de mon même repo. Tu veux que ça soit plus grand, c'est ça? OK. N'hésitez pas à me dire. C'est bon là? Ouais, merci. Et donc là, j'ai tous mes plateformes, d'accord, les YAML qui définissent mes plateformes, qui sont au sein d'un seul et même repo. Alors, on pourrait débattre sur est-ce que c'est pas intéressant de le mettre sur un autre repo. Pourquoi? En fait, de la pure ségrégation de droits. Je veux que mes développeurs qui aillent committer leur YAML dans ce repo-là, ils ne puissent pas committer le code d'infrastructure. Ou sinon, ils me proposent des pull requests. Mais ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils vont modifier leur plateforme, en fait, ils vont me faire une pull request et du coup, ça risque d'être long et du coup, je serai un frein dans leur utilisation du produit. D'accord? Donc voilà, ça dépend de la responsabilité de votre équipe. Dans le cas où on est vraiment complètement DevOps, pourquoi ils n'auraient pas le droit d'accéder directement à ce repo-là? Ça, c'est à vous de voir en fonction aussi de votre cas. Donc, j'ai ici un YAML de production donc, qui définit ce qu'on a vu avant. Et j'ai un YAML ici de dev qui est plus intéressant et qui va inclure tout ce qu'on a vu précédemment. Donc là, je retrouve bien l'ensemble des informations dont j'ai parlé, qui sont indentées, je l'espère correctement, à l'intérieur de mon YAML. Donc là, on voit l'ensemble des fichiers qui vont être créés et mon Cloud SQL. Donc, je propose de le lancer. Donc, c'est du Python, vous l'aurez compris. Et je vais lui dire de créer dev2. OK, donc là, j'ai un Python qui démarre, qui commence par me lire mon YAML et qui me l'affiche dans un format, plus grand. Ouais, voilà. C'est bien là? Ou encore un peu plus? Ouais. Ok, désolé. Ok, donc là il est en train, vous voyez, vous reconnaissez, pour les gens qui en ont déjà fait, la syntaxe de Terraform qui se lance. Si on regarde un peu ce qu'il a fait, ce code. Je vais essayer de fermer ça. Donc j'ai lancé un fichier qui s'appelle apply.py ici, et qui est vraiment là pour me rappeler l'ensemble des fonctions que j'offre en fait à mes utilisateurs via ce YAML. Donc il commence par checker un minimum le fichier, est-ce qu'il est bien présent dans la liste ou est-ce qu'il le demande. Là, je devrais faire normalement des tests unitaires pour vérifier que mon YAML est bien cohérent par rapport à ce que j'attends pour la suite. Je vais avoir des fonctions qui vont me permettre de créer une base, c'est-à-dire en gros mon VPC, les subnets, etc. Si jamais j'ai un bastion, donc là on commence à avoir une première intelligence puisque ça veut dire que mes utilisateurs, si c'est des développeurs par exemple, peut-être qu'ils n'ont absolument pas envie d'un bastion. D'accord? Donc dans ces cas-là, pourquoi est-ce que je serais obligé de leur mettre? Donc peut-être qu'ils ne veulent pas de bastion et donc s'il n'y a pas de bastion dans ce fameux YAML, je ne le crée pas. Juste par rapport au code, est-ce que vous avez déjà testé Pulumi? De quoi? Est-ce que vous avez déjà
Non. Je ne sais pas si vous voyez, il est compatible avec les provisionneurs Terraform et il permet de faire du langage IAC en JavaScript, en Go, etc. Et donc d'avoir tout ce qui est if, tout ça. Ouais, bah, très bien. Savoir si vous avez un retour dessus. Ah non, pas, absolument pas, j'ai même jamais entendu parler. Donc pareil pour mon GKE, là j'ai un gros if, est-ce qu'on veut ou pas créer ce GKE? Peut-être que mon développeur il a juste besoin d'avoir le bastion, on ne sait jamais, ou juste besoin d'avoir une instance SQL parce qu'il veut faire des commandes à l'intérieur. Et donc là, bah, j'ai des petits tests pour savoir est-ce que mon cluster existe ou pas avant de le lancer, l'histoire d'accélérer un peu le protocole. J'ai la connexion au cluster en lui-même, une fois qu'il est fini d'être créé, je vais avoir besoin de tous les mécanismes d'authentification pour pouvoir me connecter dedans et lancer les YAML qu'on a vus tout à l'heure, et les Helm charts, etc. J'ai ici la gestion des mots de passe. D'accord? Donc là, je fais un getSecret. Ce getSecret, c'est une fonction qui est complètement idempotent. Soit elle se connecte au GKE, si le GKE est là, pour récupérer des secrets qui existent déjà dedans. D'accord? Soit, si les secrets n'existent pas dans le GKE, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des chaînes aléatoires qui servira de mot de passe. Là, je récupère un service account que j'ai créé dans mon code Terraform. D'accord? Donc, j'extrais un JSON, une clé, de manière à pouvoir réutiliser dans une de mes applications qui aurait éventuellement besoin de, je sais pas moi, de créer un topic PubSub, par exemple, dans GCP. Là, je sauvegarde les secrets dans le Kubernetes. Hein. Soit je les ai créés et ils existent déjà, soit je les sauve une fois que je les ai créés. Voilà. Est-ce que j'utilise une instance existante? Est-ce que je leur ai créé? Tout ce code-là, c'est de la logique en fait. Et après, j'ai des fonctions qui me permettent d'installer l'opérateur Prometheus dans une plateforme en particulier, d'installer Consul, d'installer Trafic. Donc si j'avais voulu vraiment pousser mon truc jusqu'au bout, potentiellement certaines personnes n'ont pas besoin de Prometheus Operator et donc je ne l'installe pas. Donc je mets un if devant, je regarde si dans mon YAML il est présent ou pas, ou si j'ai mis un flag enable à la fin pour pouvoir l'installer ou pas. Il se trouve que dans ce use case client là imaginaire, tout le monde a besoin d'un Prometheus Operator, donc je ne m'embête pas. Pareil ici, tout le monde a besoin d'un Consul parce que tout le monde va utiliser derrière Traffic et a besoin de Consul comme bucket de Traffic. D'accord? Donc il y a quand même des choses que je peux ne pas faire, je ne suis pas obligé d'aller jusqu'au bout et d'être complètement, comment dire, configurable. Ça dépend toujours de votre cas d'utilisation, bien sûr. Si maintenant j'ai bien la partie application à l'intérieur de ma plateforme, et pour chaque application, soit je déploie un Helm en fonction de ce qui a été mis, ou sinon je récupère la liste des YAML et je l'applique. D'accord? Et après, je peux déployer aussi des assets, donc des fichiers que je mets dans GCS et sur lesquels j'ai plugué mes load balancer HTTP, mes GLB. Si on regarde un peu où est-ce que ça en est, là, j'ai fini de créer la partie base. J'ai créé ici tous mes DNS et là, j'en suis à la création du cluster. Si on fait un peu un deep dive maintenant dans Terraform, et ça va répondre, je pense, une partie à ta question, on a besoin à un moment donné de se dire je vais créer une plateforme éphémère. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, il y a 2 développeurs dans la boîte, qui ont Dev 1 et Dev 2. Peut-être que demain, il y en a un 3e qui va arriver. Peut-être que je vais avoir un sous-traitant qui en a besoin. Peut-être que j'ai le métier qui va venir me voir parce qu'il a un salon et que du coup, il a besoin d'une plateforme éphémère le temps du salon pour pouvoir faire des démonstrations et qu'il ne veut pas faire en prod. Peut-être que j'ai un test particulier en prod à faire. Enfin, j'ai plein de raisons différentes pour lesquelles je voudrais créer des plateformes supplémentaires. Et pour ça, Terraform a une fonction qui est intéressante qui s'appelle la notion de workspace en fait. La notion de workspace, en fait, consiste à stocker l'ensemble des objets qui ont été créés par Terraform dans un fichier à l'intérieur d'un bucket GCS. Et en fait, en fonction du workspace, il va sélectionner le bon fichier à aller chercher. Et comme ça, je vais pouvoir aller chercher en fait toutes mes plateformes différentes. Donc si on regarde ce que ça donne, en fait,
Ouais. Donc en fait, il fait un state Terraform dans le bucket par environnement. Ouais, c'est ça, Donc, en exactement. fait, on revient au même que si on avait modifié le terraform.tf à la racine pour faire pointer vers le bon bucket. Là, en fait, c'est quasiment ce que je fais, sauf que je le fais en code. Ok. Si, c'est justement sur lequel j'allais arriver. Là, par exemple, on a une commande, alors on a un objet Terraform ici qui est en fait une librairie Python Terraform qui nous permet de récupérer et de jouer avec Terraform dans du code. Ce qui est toujours plus intéressant que de le faire en bash, enfin, en tout cas de mon point de vue. Donc là, je vais pouvoir sélectionner, par exemple, le workspace en fonction de ma plateforme, ou le créer si jamais il n'existe pas. Et dans mon Terraform Apply qu'on retrouve ici, en fait, je lui passe un ensemble de variables qui correspond à mes variables Terraform. Donc, Terraform est variabilisé de base et on peut passer comme ça l'ensemble des plateformes. Donc là, je passe la région, j'ai passé le remote bucket et le préfixe bucket qui vont me permettre de gérer les workspaces derrière. Je passe le projet GCP, bien sûr, et puis toutes les choses dont j'ai besoin. D'accord? Donc là, par exemple, c'est pour la création de la base, enfin de la base, c'est-à-dire du VPC, des subnets, etc. C'est pour ça qu'il y a autant de range IP. J'ai la partie delete identique juste après. Là, par exemple, j'ai la partie création de tout ce qui est Kubernetes. Et par exemple, ici, je récupère l'IP de la machine qui lance le script de manière à être sûr que cette IP-là est bien autorisée au niveau du site web. D'accord? Bon, c'était un besoin particulier sur ce projet imaginaire-là. Donc voilà, donc on retrouve après la même logique derrière avec les deletes. Ici, je crée ma base de données, par exemple. Et ben, je vais spécifier l'admin password dont on a parlé tout à l'heure. L'admin password que j'ai créé de façon soit automatisée, soit que j'ai récupéré dans GKE, de manière à être sûr que ici, mon code Terraform, il utilise bien le bon password. D'accord. Donc là, on revient sur la notion d'idempotence qui est extrêmement important. Il ne faut pas que, si je repasse mon code, que je régénère un password admin différent, ce qui va entraîner dans GCP la suppression de ma base de données et la recréation d'une nouvelle. Vous imaginez en production, à chaque fois que vous changez vous mettez à jour votre fichier, il supprime votre base de données, il la recrée. C'est pas possible. Donc du coup, il faut que je fasse ça logiquement au niveau de mon code. Il y a aussi un truc intéressant, alors là qui est vraiment une spécificité de GCP, c'est qu'au moment où vous créez une base de données, en fait, il vous réserve le nom pour un mois. Ce qui fait qu'en fait, on est obligé ici d'avoir un ID unique au niveau de GCP qui en fait a un suffixe au nom de ma base de données et qui me permet de l'identifier dans le temps. Comme je crée des environnements éphémères sur une journée, voire 1 ou 2 heures dans le cas d'environnement de dev d'infrastructure, j'entends, j'ai besoin à un moment donné d'avoir cet identifiant qui varie et qui me permet de faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire des environnements éphémères. Si on fait un peu un deep dive au niveau du code Terraform proprement parlé maintenant, on a ici l'ensemble des variables dont j'ai parlé juste avant qui sont indiquées. Donc là, j'ai 2 providers. Alors sur Google, on a souvent Google et Google Beta, puisque tout est en bêta sur Google. Du coup, on se revient souvent à avoir les deux. On a ici le backend GCS qui va me permettre de stocker mes states. D'accord? Donc tous les objets qui sont créés par Terraform sont stockés dans ces states. Et donc, alors j'ai de la chance, cet objet-là prend directement en considération mon workspace. Par contre, ici, je vais aller chercher le workspace, je vais aller chercher pardon, le layer, un layer supérieur. Donc là, je vais chercher celui avec tous mes VPC ID, tous mes subnet ID, etc. Et donc là, je suis bien obligé de lui préciser cette notion de workspace. D'accord, de manière à être sûr qu'il aille chercher le bon. Sinon, il risquerait de m'installer mon Kubernetes dans, je ne sais pas moi, le VPC de pré-production ou le VPC de un autre développeur. Et donc comme ça, j'ai plusieurs points d'entrée entre mes différents layers qui sont bien versionnés avec le Northwest et puis ils me permettent d'avoir cette notion de multi-environnement, multi-plateforme. Et contrairement à ce que j'ai dit, donc toutes les variables dont je vous ai parlé juste avant sont ici. Alors c'est la version
0.11 de Terraform, donc il n'y a pas toute la notion de boucle, etc. qu'ils ont rajouté après, ce qui me permettrait d'éviter d'avoir ce genre de choses horribles où j'ai ici 5 IP plus ou moins en dur dans mon code. Okay. Donc ça, il faudrait que je mette à jour ce projet-là en fonction de la dernière version, quand elle sera stable. Ok, donc là, c'est un des problèmes qu'on a avec GKE en ce moment, c'est à la fin de sa construction, il passe dans un état reconciling, excusez mon English accent, et donc il va falloir juste attendre qu'il termine. Mais ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai dû mettre en place à l'intérieur de mon code. D'accord ? Là, j'ai une fonction Python qui va chercher l'état du cluster et qui me permet cette attente-là et qui va déclencher du coup les étapes suivantes quand le cluster sera en bon état. Si je n'avais pas mis d'intelligence ici et que je passais dans un pipeline Jenkins, alors soit j'aurais mis un job qui fait la même chose, je suis d'accord, soit j'aurais une erreur parce que je n'aurais pas anticipé ce problème-là. Là, c'est directement dans mon code, je n'ai pas besoin de dépendre d'un niveau de connaissance, on va dire, supérieur, donc d'un outil de CD. Bon, j'aimerais bien cependant qu'il passe rapidement à la suite pour que je puisse vous montrer la suite de la démo. Donc là, on a créé l'ensemble de la partie infrastructure et on va passer à la partie application. Sur la partie application, donc c'est beaucoup de Kubernetes pour le coup. Donc voilà comment, par exemple, je me connecte au cluster Kubernetes. En fait, c'est un script bash qui va s'exécuter et qui est lancé par Python. Ce qui permet d'éviter de se prendre la tête quand les choses sont faciles dans un autre langage. Alors, il y a plein de librairies qui existent pour parler avec du Kubernetes. Moi, j'utilise, je crois, Kubernetes, tout simplement. Et je peux, comme ça, avoir directement un objet créé par mon code d'IAC. D'accord ? Alors, clairement, c'est un choix qui peut se challenger. Pourquoi est-ce que j'utilise ici comment dire, un appel REST directement alors que je pourrais avoir un YAML un peu templatisé sur lequel je pourrais mettre plus facilement peut-être des annotations comme, je ne sais pas, un injecteur Istio ou quelque chose comme ça. Là, j'ai une fonction create namespace. Il y a d'autres fonctions qui permettent de mettre directement des YAML. Voilà, create from YAML. Okay. Donc, je pourrais complètement imaginer utiliser une fonction ou l'autre. Encore une fois, c'est en fonction des choix que vous faites. Si vous voulez obliger, par exemple, l'injection du sidecar Istio dans tous les namespaces, peut-être que le fait de ne pas utiliser des YAML, mais d'utiliser une API, ça force les gens à se demander pourquoi est-ce que dans le code, il est bien précisé que, là où c'est facile de changer dans un simple fichier. D'accord. Donc voilà, on peut se poser la question, encore une fois, en fonction de vos cas clients. OK. Autre point qui est intéressant, c'était cette notion de je dois lier à un moment donné mes applications avec mon infrastructure. Le cas de la base de données est particulièrement intéressant. On a aussi le cas du service account qui permettrait de créer des topics dans PubSub, par exemple. Mais le cas de la base de données est intéressant parce que c'est un cas qui arrive tout le temps. Une application j'aurais du mal à trouver un pourcentage, mais un pourcentage très élevé a besoin de se connecter à une base de données. D'accord ? Si elle a besoin de se connecter à une base de données, je dois, moi, réfléchir comme un homme, c'est à dire qu'il faut que je restreigne les droits de l'utilisateur que je crée. Et donc pour ça, je vais créer du coup un job, d'accord ? Ce job, au sens Kubernetes, va s'instancier, créer l'utilisateur en utilisant l'utilisateur administrateur qui a été fourni par, par GCP et donc par Terraform au moment de son instanciation. Donc là, c'est ce que je fais en fait. Ça ne se voit pas très très bien. Si je regarde le code qui est exécuté, donc là, j'ai un job avec un fichier Python. Qu'est-ce qu'il fait ce fichier Python ? Il récupère des variables d'environnement qui sont le host MySQL.
qui sont l'utilisateur MySQL root, le password root, donc qui m'est fourni et qui est stocké dans un secret à l'intérieur de Kubernetes par mon code d'infrastructure. Si je suis bien connecté, je crée la database dont je vous parlais tout à l'heure, un test, et je donne tous les privilèges sur la database pour l'utilisateur voulu, en spécifiant ici le mot de passe que j'ai spécifié. Donc on voit comme ça en 20 lignes de Python, on peut créer automatiquement du coup un user dans la database. Sachant que je suis obligé de le faire en plus dans Kubernetes, puisque ma database étant en mode privé, j'y ai absolument pas accès depuis le Jenkins ou depuis l'outil de Continuous Deployment que j'utilise. Okay. Donc ça, c'est une des bonnes utilisations, je trouve, du job dans Kubernetes. Ça marche toujours, ça? Ouais. Bon, ce que je vous propose, c'est d'avancer un peu. On va juste aller voir où est-ce qu'il en est vraiment. Donc ça, c'est la console de Google Cloud, pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est juste une console qui me permet de voir les différents objets. Et donc là, on voit qu'effectivement, mon cluster est en train de galérer un peu. D'accord, ouais, ils mettent à niveau le maître. Il faudrait que je mette à jour dans mon code, je dois utiliser une version 1.12 et ils sont passés en version 1.13 il n'y a pas longtemps et du coup, ils me forcent une mise à jour en fait au niveau du maître pour être compatible. Bon, on va revenir à la démo tout à l'heure quand elle aura décidé de marcher. En attendant, je vous propose de passer un peu à la suite. Et de parler donc rapidement de bonnes pratiques. D'accord. Bon, les plupart sont évidentes, mais c'est mieux quand c'est dit. L'infrastructure as code, c'est d'abord en fait du code. D'accord. Et donc, il faut suivre les bonnes pratiques des développeurs. Donc, on parlait de Gitflow tout à l'heure. Oui, il faut mettre en place du Gitflow. On va voir ce que c'est juste après. Il faut mettre en place du peer programming, c'est-à-dire des sessions où il y a deux personnes qui commentent et qui discutent de leur code, okay, comme le font les développeurs. Mais encore une fois, l'infrastructure as code, c'est du code. Donc, on est tous développeurs d'infrastructure, donc développeurs. Donc, il faut utiliser les mêmes règles qu'ils se sont fixées eux-mêmes. Agilité, c'est-à-dire qu'il faut travailler en mode Scrum, en mode Kanban, vous utilisez la méthode agile que vous voulez, mais il faut arriver à ce niveau-là d'itération. Itérer rapidement, de manière à, encore une fois, diminuer notre time to market. Ça a été fait entre la partie métier et la partie développeur. Ça doit être fait entre les développeurs et les ops. Et pour ça, il y a des outils qui existent, c'est l'agilité. Alors choisissez la méthode qui vous convient, mais il faut absolument arriver là-dessus. Encore une fois, on produit des applications. Même si ces applications créent de l'infrastructure, ça reste des applications. On doit aussi intégrer les pipelines d'intégration en continu. D'accord ? On doit avoir des tests, on doit avoir des linters, on doit avoir de la QA, on doit avoir ce genre de choses qui nous permettent d'être sûr que notre code est bien écrit. D'accord ? Et ça doit être automatisé parce que quand on fait venir un stagiaire, il faut aussi que son code à lui soit bien écrit. D'accord ? Bon, il est des fois mieux écrit que le nôtre, ce qui nous embête, mais il faut absolument avoir ces pipelines-là pour nous forcer dans ces bonnes pratiques-là. Le code, il doit aussi être packagé, exactement comme pour le code du développeur, il doit être packagé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait une release, cette release, on la stocke dans un coin, et c'est celle qu'on utilise. D'accord ? On doit avoir cette notion de release aussi. Par exemple, on peut se dire, bon là on va peut-être un peu loin, on peut se dire, tiens, je vais mettre tout mon code à l'intérieur d'un conteneur avec un exécuteur Python dessus. D'accord ? Donc ça, c'est ce que je fais là. Bon, alors excusez-moi pour ça, c'est absolument pas une bonne pratique. Mais là, qu'est-ce que je fais ? Je copie l'intégralité de mon code d'infrastructure à l'intérieur d'un conteneur. Et du coup, ce conteneur, en fait, il est versionné, il est pushé, et j'ai juste à récupérer ce conteneur-là pour lancer mon code d'infrastructure. C'est une façon de faire. Là, en plus, je lui rajoute une interface graphique qui me permettrait de complètement me passer d'un Jenkins.
puisqu'en fait, j'instancie le conteneur, il est versionné, et j'ai juste à cliquer sur OK, je lui rentre le nom du fichier qu'il doit utiliser, il le clone et il l'envoie. J'ai bien conteneurisé, versionné mon code d'infrastructure. D'accord? Et surtout, il faut qu'on arrête de faire des changements directement en production. Il n'y a plus aucun développeur aujourd'hui qui s'amuserait à aller directement en production modifier son code. En tout cas, s'il y en a toujours, je ne veux pas le savoir. Et du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse la même chose. On ne peut pas se dire, on va modifier rapidement en fait, notre code d'infrastructure pour résoudre un problème de production. Non, parce que ça se tombe, en faisant ça, on va créer un plus gros problème. Et donc, il faut bien, à chaque fois qu'on modifie notre code d'infrastructure, repasser par de la CI, repasser par de la CD, repasser par des tests de performance, exactement comme les développeurs. Okay, on est obligé de se restreindre dans le même système. Bon, alors maintenant, on a quand même des problématiques en production, on doit aller vite. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? On applique les méthodes SRE, c'est-à-dire qu'on change directement dans notre cloud provider ce qui convient, on fait un post-mortem, on en discute, on l'implémente dans du code dans une feature branch, et du coup, on arrive à patcher au fur et à mesure. Et pour ça, on va s'appuyer sur l'idempotence. Okay, mais il faut qu'on arrive à ce niveau-là d'engagement et de qualité. Gitflow, parce que j'en parle souvent, donc j'ai mis un petit schéma. J'ai d'ailleurs oublié de citer l'endroit où je l'ai pris. On a une branche master qui est la branche de release. Cette branche-là, c'est à partir du moment où je quitte peut-être mon environnement de développement, toutes les features doivent être dessus. Sur les environnements de développement des développeurs, sur les environnements de recettes, sur les environnements de prod, il ne faut pas que je lance autre chose que cette branche master. C'est vraiment l'idée de Gitflow. Et donc, je vais avoir un système de hotfix. Donc, je crée une branche en parallèle, je patch en fonction d'un post-mortem qui m'a été remonté. Et ça me permet de reversionner juste derrière. D'accord? Tester, etc. Linter. Je peux avoir une branche de développement où au fur et à mesure d'un sprint, mes ops, du coup, vont committer sur cette branche de dev à partir de leur feature branche. C'est-à-dire qu'ils créent une branche de feature. Par exemple, je ne sais pas, ajouter une partie AWS dans mon infrastructure. Et c'est une feature branche, ils la développent. Au moment où elle est prête, elle est mergée sur développement. Elle est testée, il y a un processus de peering qui est mis en place. Et après, elle est testée elle est rabattue sur master et elle passe dans les environnements suivants. D'accord? Donc on revient sur cette pratique, cette nécessité d'être des développeurs. Mais l'infrastructure as code, ce n'est pas que du code, c'est aussi de l'infrastructure. Et du coup, là, il ne faut pas qu'on oublie l'essence de l'infrastructure aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on gère le monitoring avec ça. Donc, que ce soit le monitoring de l'infrastructure, le monitoring applicatif et le monitoring de notre code, de notre application d'infrastructure. Il va falloir qu'on gère l'alerting. Je parlais des sanity checks, c'est aussi faire de l'alerting. La gestion d'incidents, bien sûr. Il va falloir qu'on définisse la criticité quand on va lancer notre code, si jamais on n'arrive pas à installer le Prometheus Operator au hasard. On n'arrive pas à l'installer. Est-ce que c'est critique ou pas? Est-ce que mon installation, est-ce que ma création d'infrastructure fail dans ces cas-là ou est-ce qu'elle se poursuit? Est-ce que si en production, j'essaye de lancer ça et que ça fail, est-ce que ça a un vrai impact sur la suite? Je ne sais pas, mais du coup, il faut le définir. C'est-à-dire que chaque partie de notre infrastructure a une criticité et elle doit être discutée. Au moins. Et il faut aussi rentrer dans la mouvance SRE et avec toutes les règles qui vont bien. Je vous invite pour ça à lire les deux bouquins de Google qui sont très bien faits là-dessus. Ah, ok. Donc là, on a réussi finalement à avoir un cluster qui est en mode running. On s'est connecté à celui-là. On a créé les namespaces, parfait. On a constaté l'absence des secrets dans le cluster. Forcément, il vient d'être créé. Et du coup, j'ai créé deux nouveaux passwords, un d'administration et un pour mon application, qui est défini ici. Alors, les apprenez pas par cœur, ils vont être de toute façon supprimés dans pas longtemps.
On va les sauver dans notre Kubernetes qu'on vient de créer sous la forme de secrets particuliers. On va également créer un secret pour le service Acoon qui va permettre toujours la même chose, gérer la partie PubSub. J'ai mon unique ID dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qu'on retrouve ici et qui définit bien une instance particulière de ma base de données pour gérer la partie Google me réserve un nom pendant un mois. Et donc là, on a la base de données qui se crée. Un petit mot sur la partie documentation. J'en ai parlé tout à l'heure, mais moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur. Alors, je ne sais pas si vous le partagerez ou pas. C'est de bien documenter et que cette documentation ait un sens. Pendant des années, on faisait des documents d'architecture qui étaient très longs, qui nous prenaient beaucoup de temps et qui, à la fin de l'écriture du document, n'étaient plus du tout valables puisqu'on avait passé un mois à le faire et pendant ce mois-là, nos autres collègues, ils avaient bossé sur l'infrastructure. Je vois que certains comprennent ce que je veux dire. Et du coup, il faut revenir un peu à comment font, encore une fois, les développeurs pour documenter. Il y a quelque chose qui a été inventé qui s'appelle le Markdown, d'accord, qui a l'avantage d'être versionné assez facilement dans tous les Git. Moi, ce que je propose, c'est de se dire, bah, la version de notre infrastructure, elle dépend forcément de la version qui est mise dans Git, et donc la documentation de notre infrastructure doit être sous format Markdown à l'intérieur de notre repo d'infrastructure et versionné, tagué en même temps qu'on tague notre infrastructure. D'accord ? Ça permet quoi? Ça permet de mettre en place, lors de peer programming justement, lors de merge request, lors de pull request, de s'assurer est-ce que la doc a bien été mise à jour en même temps que le code. D'accord ? On peut rentrer sur des process de qualité comme ça. D'accord ? Donc, dans un process de qualité, au moment où tu mets à jour ton Terraform, s'il y a besoin de mettre à jour la documentation est mise à jour et je le check et ça fait partie des raisons pour lesquelles je pourrais refuser une pull request. D'accord ? Ce que je ne peux absolument pas faire si jamais ma documentation est à l'extérieur de mon SCM, de Git. D'accord ? Parce que forcément, ils ont un versionning, une vie différente, et donc forcément, à un moment donné, la version correspond à quoi ? Il y a un doute. Alors, je vais voir où est-ce qu'on en est. OK. Bon, alors, je vais conclure et puis après, on reviendra sur la démo. Je me suis, encore une fois, un peu risqué à essayer de proposer un manifesto IAC comme il y a le manifesto Agile. Je ne sais pas si quelqu'un le connaît. Ouais, si, il y a plusieurs personnes. Alors, pour moi, les bonnes pratiques de l'infrastructure as code, et ce sur quoi je veux vraiment porter votre attention aujourd'hui. Le manifesto Agile, c'est quoi? C'est écrire une application d'infrastructure. Donc, écrire une application, ça veut bien dire être développeur, et que cette application, elle a toutes les qualités d'une application, c'est-à-dire qu'elle peut travailler de manière partielle, elle est configurable, elle est paramétrable, et on peut faire plein de choses avec. Et pas juste dérouler un script linéaire avec A, B, C, D, ou comme on faisait avant, je pense qu'on l'a tous fait, un folder avec le premier script qui est marqué 0.1, le deuxième script 0.2, le troisième script 0.3. D'accord ? On peut faire des choses beaucoup plus intelligentes que ça grâce aux nouveaux outils. Je pense qu'écrire de l'infrastructure as code, c'est travailler comme un développeur, hein, qui ont bien mis en place certains outils et certaines bonnes pratiques, mais il faut avant tout aussi penser comme un ops. Pourquoi penser comme un ops? Parce qu'il y a plein de choses qui sont faites dans l'infrastructure et qu'on continue à faire. C'est pas parce qu'on a quelque chose qui nous permet de tout réparer d'un seul coup de baguette magique, j'allais dire, en tout cas en utilisant notre IAC, qu'il faut ne plus mettre en place de l'alerting, qu'il ne faut plus mettre en place des méthodes SRE, etc. Il faut concevoir l'infrastructure comme un produit évolutif. Très souvent, ce que je vois chez mes clients, c'est qu'ils définissent l'infrastructure, ils ont 3-4 VM, et après, limite, on peut virer l'équipe. Non, en fait, le code qu'on a utilisé pour ça, il va vivre. C'est-à-dire qu'il va y avoir des bugs. Oui, il va y avoir des bugs.
va y avoir des bugs et du coup il va vivre, il va y avoir des changements au niveau de notre cloud provider, ce qui fait qu'il va y avoir des mises à jour à faire, il va y avoir des changements au niveau de Terraform qui vont nous permettre de rajouter des fonctionnalités et donc il va vivre et il faut que dès la conception de ce code, dès l'architecture de notre code d'infrastructure, notre application d'infrastructure, on le conçoive comme un produit évolutif. Et il faut réussir à anticiper les changements applicatifs. Les applications vont arriver, elles vont avoir besoin d'un certain nombre de choses en amont et donc en amont de ce besoin, il faut qu'on le spécifie. Il faut qu'on arrive à traiter les changements avant qu'ils arrivent. Et pour ça, il y a une seule façon de faire. Il faut aller voir les développements, il faut aller voir le métier, il faut aller voir les besoins. Il faut travailler en équipe pour arriver à construire une culture commune qui est cette diminution du time to market et donc aller le plus vite possible. D'accord ? Et donc pour ça, il faut anticiper les changements de l'application. Ah, on a bientôt fini. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé depuis tout à l'heure? On a la fin de la création de l'instance SQL. Donc ça, c'est plutôt bien. On voit qu'il m'a créé un certain nombre de bases de données. Donc là, c'est MyDatabase, donc c'est vraiment une instance de database dans mon moteur de MySQL. Il m'a créé un utilisateur admin avec le mot de passe en particulier que Terraform a la gentillesse de ne pas m'afficher ici. D'accord, qui est le mot de passe que j'ai créé avant dans mon code. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Que moi, par contre, je n'ai pas eu la délicatesse de ne pas afficher. Et il m'a créé du coup un DNS en interne pour pouvoir lier rapidement ma base de données. Une fois que tout ça s'était fait, il m'a installé Tyler, puisque pour l'instant ça reste une dépendance de Helm. Et donc là, il m'a installé le Jaeger Operator et il est en train de m'installer l'Elasticsearch. Pourquoi j'ai besoin d'un Elasticsearch là-dedans? C'est pas forcément évident. En fait, c'est le back-end de Jaeger pour stocker le tracing. Est-ce que tout le monde connaît le tracing? Non, bon, moi je vous montrerai vite fait ce que ça fait. Et donc le Prometheus Operator qui arrive, qui a été installé aussi de manière automatique. C'est ça qui est bien avec l'infrastructure as code, c'est que ça permet de parler ou d'aller prendre une pause café pendant que le PC bosse tout seul, ce qui n'est pas forcément déplaisant. Donc là, j'ai le trafic, donc l'ingress contrôleur public, j'ai l'ingress contrôleur privé. Alors là, j'ai des erreurs, mais c'est des erreurs normales, puisqu'en fait, dans mon exemple, j'ai mis plein d'applications, mais en fait, j'en ai pas tant que ça dans ce cas client-là. Du coup, ça met des 403 puisqu'il ne trouve pas l'application. Par contre, ici, on a bien la création du job parce que mon secret n'existe pas au niveau de notre application. Et l'application des différents YAML de mon job juste après. Enfin, il copie, et là, au niveau des assets, les différentes images dans le bucket qui va bien. Donc, si on teste un peu cette partie-là, j'ai mis tout ce qui va vous permettre de tester directement dans le README à la source, puisque du coup, j'ai essayé de suivre mes propres idées. Donc là, c'est le nom de ma plateforme, donc DevV2. Ici, je vais récupérer le mot de passe que j'ai mis donc dans Kubernetes. Tout le monde voit bien là? Ouais, non, pas trop. Je vais le remonter un peu. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je lui dis le password, c'est quoi? Tu vas me chercher dans le namespace web service le secret qui s'appelle Cloud SQL Secret Admin, d'accord, qui est le mot de passe administrateur qu'on a fait juste avant. Et dans l'objet de JSON que tu récupères, il est dans Data Password. Et puis tu me fais un base 64 décode, puisque de base dans Kubernetes, ils sont encodés en base 64. Donc ce secret-là, je pourrais le retrouver aussi dans les logs de mon infrastructure, puisque je l'ai créé juste avant. Du coup, là, qu'est-ce que fait cette commande?
Elle lance un client MySQL, donc c'est un conteneur, d'accord, donc l'image MySQL. Elle se connecte du coup à bdd.devv2.internal.lp qui correspond en fait au nom interne de ma base de données. Ma base de données n'a absolument pas d'IP public. Donc il faut bien que je passe par Kubernetes pour pouvoir y accéder. C'est une obligation. Et je lui dis de se connecter avec admin-devv2 et le password que j'ai récupéré juste avant. Donc si là, j'affiche la liste des databases, normalement, je devrais trouver MyDatabase, qui est la database qui a été créée par Terraform, et aussi Test, qui est la database qui a été créée par MonJob. OK, donc ça a marché. Donc là, j'ai bien une base de données MyDatabase, la base de données test, et puis l'ensemble des informations habituelles de MySQL. Donc je vais dire que je vais l'utiliser. Et si je regarde les tables qui ont été créées, ça correspond aux tables de mon application. Donc il y a des clients et il y a des factures. C'est une application qui est assez simple. Juste un petit mot sur cette application. Donc vous la trouverez dans le répertoire app code source. Et au niveau du métier, ce que je fais, c'est je me connecte ici en utilisant le user et le password que j'ai créé, qui sont donc spécifiques à cette application-là. Et vous voyez, là, je crée directement mes objets dans la base de données. Donc l'application est très simple. En fait, elle consiste juste à aller en lecture dans la base de données, puisque les données sont créées au démarrage. Si je regarde d'ailleurs ce qu'il y a dedans, voilà, j'ai 6 clients parce que j'ai très mal codé mon truc. Parce que j'ai 6 pods qui sont créés à un moment donné et qui ont créé ce premier client. OK? Bon, qu'importe. Ce qui est intéressant, c'est quand même que j'ai pu me connecter du coup avec le mot de passe admin, que mon application, elle peut se connecter avec le mot de passe, user, à cette application, à cette base de données, pardon. Du coup, je vais aller voir ensuite, est-ce que mon application fonctionne bien? Donc pour ça, j'ai des curls. OK, c'est toujours rassurant. Si je veux récupérer la facture, je récupère bien une facture. On voit ici que c'est Gorm qui m'a ajouté un certain nombre d'opérations de timestamp sur quand est-ce que je l'ai mis à jour, la dernière fois que quand est-ce que je l'ai créé, la dernière fois que je l'ai mis à jour, etc. Et pareil, je pense ici. Ah oui, j'ai oublié le curl devant, ça marche normalement bien. OK, donc j'ai bien mon application qui s'est déployée automatiquement. Donc là, ce que je viens de faire, au final, c'est un sanity check. Je me suis connecté à la base de données, j'ai vérifié que j'avais bien les informations dedans telles que je les attendais, et j'ai fait appel à mon application. Avec ça, je peux dire, je suis tranquille, ça marche. Si je regarde au niveau de mon navigateur, alors ça c'est intéressant. Pourquoi j'ai une 403 Jaeger en fait est mis derrière un load balancer privé, d'accord, non privé, pardon, il est bien public, mais qui arrive sur un ingress contrôleur privé et sur lequel devant j'ai activé un Cloud Armor au niveau de mon cloud. Du coup, si je récupère mon IP ici, cool, hop, il faut que j'aille mettre mon équilibrage de charge. Ici, donc, j'ai la partie privée de mon équilibrage, de mon load balancer, pardon, et j'ai ici mon Cloud Armor qui est LP Polity Restriction. Okay, alors Cloud Armor, je ne sais jamais où est-ce qu'il est là-dedans, du coup. Cloud Armor. Je vais juste le rajouter dans la liste des IP.
vous allez voir que Google va me le mettre à jour d'ici entre 3 minutes et 25 minutes. Du coup, je ne sais pas si on aura le temps de le voir. Comment, tiens, j'aurais pu faire autrement pour mettre à jour ce Cloud Armor-là? Eh bien, là, j'avais quoi dans la liste? J'avais 175, 195, 25, 200, pareil avec 224 et 178. Eh bien, ça correspondait tout simplement à la liste que j'avais définie ici. D'accord? Qui était la liste des IP de mon infrastructure. Donc, si jamais je veux que ça soit un peu évolutif et que je veux rajouter les choses, je peux aussi rajouter directement l'IP là. D'ailleurs, c'est ce que j'aurais dû faire. Ça aurait été plus intéressant. Repasser l'intégralité de mon code et il aurait mis à jour le Cloud Armor tout de suite. D'ailleurs, si maintenant je refais passer complètement mon script, en fait, il va m'enlever la modif que je viens de faire. Puisqu'il est idempotent, il va revenir à uniquement ce qu'il connaît, c'est-à-dire ces 3 IP là. Oui, tu avais une question? D'accord, ok. Juste, Ouais. Cloud Armor, c'est l'équivalent des security groups sur AWS? Non, c'est une protection, c'est un ensemble de règles de sécurité que tu mets au niveau des load balancers au GCP. Donc c'est pas du firewalling. Il y a un équivalent à AWS ou... Oui, c'est les règles de sécurité que tu mets au niveau de Cloudflare par exemple. De Cloudflare, n'importe quoi, du CDN. Aidez-moi, CloudFront. Ok, donc ça revient un peu à la même chose. Bon alors j'y crois pas trop, mais on va quand même essayer. Est-ce que ici... Ouais, non. Ce qu'on peut faire, c'est aller voir l'application. Ça, c'est sûr que ça va marcher. Pour tout ce qui est privé, ça ne va pas marcher. Voilà, ok. D'accord, donc j'ai bien 2 load balancers, un privé, un public. Le public laisse passer mon applicatif et le privé restreint mon IP à l'étage du dessus, c'est-à-dire le Wi-Fi et l'IP de sortie de WSCAD. Vous retrouverez toute la présentation sur tout le code que je vous ai présenté sur ce lien-là. Encore une fois, dans WSCAD, on est dans le partage. Du coup, c'est la seule chose que vous pouvez noter parce que comme on va tout mettre ensuite sur ce GitHub-là, si vous n'avez pas le lien du GitHub, on ne peut pas trop vous l'envoyer. Il est relativement simple et il n'y a pas 150 000 choses qui bougent sur le GitHub au jour le jour. Donc normalement, vous allez le voir assez facilement. La présentation sera disponible sur SpeakerDeck et la caméra qui me suit depuis tout à l'heure vous permettra de revoir l'ensemble de la présentation sur YouTube. Je vous laisse prendre des photos du coup. Tant que vous ne me mettez pas dessus, hein, on est bien d'accord. Je vais réessayer encore une fois par désespoir. Ok. La sécurité marche vraiment trop bien. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation qui arrive à son terme? Oui? J'ai une question concernant les logs. Quand vous avez passé lancer Terraform, vous avez eu des erreurs. Est-ce que ces logs-là, on les retrouve sur le cloud ou bien Terraform les stocke en local? Est-ce qu'il y a un outil qui nous permet de superviser, visionner les logs pour avoir une vision sur l'activité de Terraform? C'est une bonne question. Alors de base non, tu as un fichier qui est créé en local qui est un error.tfstate, un truc comme ça, qui contient la liste des erreurs. Il n'est pas mis de mémoire dans le remote bucket qu'on utilise, ce qui fait que tu ne peux pas les avoir depuis l'extérieur. Donc les erreurs sont vraiment propres à l'environnement d'exécution de Terraform. Pour éviter ce que je viens de faire, par exemple. Exactement. L'idée, c'est de se dire que c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Je suis d'accord avec le raisonnement. Le raisonnement, c'est de se dire, en fait, on crée tout avec du code. Du coup, je ne veux surtout pas que mes utilisateurs aillent le changer à la main. En développement, pourquoi pas? Même oui. En recette, oui. En production, si tu veux vraiment rentrer dans un process de QA et de ligne de ton code, et que tu dois aller vite sur une erreur de production, le fait de pouvoir aller rapidement faire un changement à la main, sachant que derrière tu feras de toute façon le changement dans ton code,
via un post-mortem que tu auras fait, la nécessité d'aller vite te permet, enfin, t'oblige en fait à autoriser certaines personnes à faire des changements en production à la main. C'est un concept de réalisme. Si jamais tu as une erreur en production, même si tu as mis en place un process rapide, tu ne seras jamais assez rapide pour dire je fais ma branche qui s'appelle hotfix, je la merge en faisant un peer programming, ensuite je fais l'ensemble de mes tests unitaires, je fais l'ensemble de mes tests d'intégration, de tests de performance et je l'amène. C'est pas réaliste. Du coup, je serais plutôt d'avis de se dire on fait les changements à la main, sachant que de toute façon derrière, soit je vais accepter ces changements avec mon infrastructure as code, soit je vais revenir et je vais en faire d'autres avec, plutôt que de se dire on bloque tout en fait. Ouais. Au final, j'ai toujours pas compris comment avec Terraform vous faites pour ne pas dupliquer du code alors sans... C'est cette notion de workspace en fait. La notion de workspace me permet de dire que j'exécute le même code, d'accord, variabilisé et stocké dans des workspaces. Mais ça veut dire que par exemple dans votre code Terraform, vous avez des counts, enfin des if Terraform et des counts. En fait, c'est-à-dire pour un fichier, pour un module Terraform, il y a plein de ressources, il y a les ressources de l'intégration. Et en plus, si par exemple on a besoin d'une machine en plus pour la production, on la retrouve aussi dans ce même... Non, parce que justement, tout est défini dans mon YAML. Tout est défini dans le template, et c'est le template qui devient la source de la vérité, et pas le code. D'accord ? C'est comme si tu installais une application, et qu'en fonction de comment elle a été buildée, tu avais un comportement différent. Non, c'est pas ça que tu veux faire. Ce que tu veux faire, c'est en fonction de ton fichier de configuration, donc ici mon YAML, ton application se comporte conformément à ce fichier-là. Sinon, ton application, tu en as buildé plein de différentes, et tu ne sais pas vraiment laquelle c'est. D'accord ? Ceci étant dit, oui, j'ai des if égale prod dans mon code, en particulier au niveau de j'avais parlé de la choix de la taille du t-shirt, ce que j'appelais, donc la taille de la plateforme. D'accord ? Donc je peux créer une plateforme de prod en dehors de la prod, et j'ai des if pour tout ce qui est la résilience de la base de données. Est-ce qu'on crée un slave ou pas? Ça c'est un if, et ça dépend non pas de l'endroit où est la plateforme, mais de la chose qui est définie, enfin le flag qui est défini en fait dans mon YAML, dans mon template. D'accord. Oui. Je ne sais pas si par rapport au use case que vous avez présenté, vous avez été amené à repenser l'exploitation des applis comme ça qui basculent vers Amazon ou Google. Et s'il y avait une bonne pratique, s'il y avait des précoces. Pour passer une application de on-premise dans le cloud, c'est ça? Non, c'est-à-dire que aujourd'hui dans les sociétés, il y en a qui sont dans le cloud, il y en a qui ne le sont pas, il y a une partie des applis qui le sont. Et la façon d'exploiter ces applis, pour moi, n'est plus la même. Ah oui, complètement. Est-ce qu'il y a une best practice, il y a des précaux? Oui, là pour le coup, il y en a énormément. Mais la meilleure des précaux, c'est bien comprendre ce que peut faire le cloud provider et adapter du coup son infrastructure au cloud provider. Chacun va avoir ses spécificités, il faut bien le choisir en fonction de ses besoins et bien comprendre jusqu'où on peut aller pour pas faire pour éviter de faire du lift and shift, c'est-à-dire reprendre ce qu'on avait sur l'existant et le mettre dans le cloud. Et en particulier, l'infrastructure as code est un outil qui permet de faire ça de façon plus facile. Et au niveau des cloisonnements dans le service, parce qu'il y a des devs, il y a des offres, mais entre les deux, il y a plein de gens qui faisaient des tâches. Entre les deux, il y a un no man's land, oui. Voilà, et je ne sais pas, est-ce que vous avez un exemple La meilleure... moi, ce que j'aime bien faire chez mes clients, c'est de me dire en fait que tout ce qui est déploiement de l'applicatif est à la charge du développeur. C'est-à-dire que les ops deviennent un centre de service en fait. Ce centre de service est là pour mettre à disposition le code d'infrastructure. Il est là pour mettre en explication un ensemble d'outils qui vont être utilisés par les développeurs, mais c'est le développeur qui par exemple écrit ses
template et ses YAML Kubernetes. D'accord ? Ils sont versionnés dans son application ou avec son application. Et comme ça me permet du coup aux développeurs de rentrer un peu dans les problématiques de production, puisque c'est eux qui écrivent la façon dont c'est déployé, donc que ce soit du Kubernetes avec du YAML ou même du Ansible. Et à l'inverse, les ops, il faut les intégrer en amont, du coup ils doivent faire partie des daily meetings, de la définition du backlog des développeurs. Ils doivent faire partie de la même équipe en fait. Après, ça dépend toujours la même chose, hein, ça dépend de la taille de l'entreprise aussi. Sûr que sur une entreprise où il y a 5000 ops et 10 000 développeurs, on ne peut pas faire un seul daily meeting avec 15 000 personnes. C'est assez compliqué. Donc il faut l'adapter en fonction du cas client. Ouais. Alors, ce que j'ai compris, vous avez eu à mettre en place des solutions d'IAC, d'automatisation de l'infrastructure comme ça chez les clients. Du coup, c'est quoi vos retours d'expérience par rapport au cas où ça n'a pas bien marché, où les développeurs n'ont pas profité de ces solutions-là, donc tout le cycle de vie de l'application, de la dev jusqu'à la production? Parce que c'est vrai qu'on fournit ces environnements-là aux développeurs, aux applications, mais il arrive des cas où ils ne savent pas toujours bien s'en servir, ou qu'il y a des problèmes rencontrés. Du coup, c'est quoi vos retours d'expérience? Le principal, c'est d'axer sur la formation, en fait. C'est parce que les gens ont de la formation qu'ils apprennent à faire des choses. Et donc, s'ils apprennent avec la formation, ils vont vouloir mettre en pratique. Donc, c'est la première chose. Après, c'est créer un climat et un contexte qui leur permet de faire. Très souvent, quand c'est les développeurs qui bloquent, très souvent, c'est parce qu'ils ont tellement peu de droits, en fait, sur les environnements, même une fois créés, même en développement. Ils sont tellement restreints qu'en fait, c'est impossible pour eux de les utiliser. Et donc, ma recommandation, c'est de dire, OK, on veut faire des devs, on veut leur faire des ops aux devs. La première chose qu'on donne à un ops quand il arrive, c'est des droits. Et donc, il faut donner des droits au développement. Quitte à ce qu'il caisse un environnement de dev, on s'en fiche, en fait. Un environnement de dev qui tombe, c'est normal. D'accord ? C'est complètement logique que les environnements tombent. C'est pour ça qu'on les détruit tous les soirs et qu'on les recrée le matin. Donc, je pense que la meilleure façon pour les accompagner, en fait, pour les amener là-dedans, c'est de leur donner des droits. Les droits de faire, les droits de casser et les droits d'apprendre, du coup. Ouais. Pourquoi vous avez développé un code Python pour gérer Kubernetes Ouais. déployer sur Kubernetes et ne pas utiliser des modules des providers Kubernetes, etc. Alors, parce que ce module-là, pendant très longtemps, il n'a pas été du tout assez bien conçu. Pendant très longtemps, il n'y avait pas la notion de deployment, etc. Je crois qu'il a été mis à jour depuis. En fait, ça dépend de la logique que tu veux mettre en place. Soit tu variabilises énormément ton provider Kubernetes, soit tu peux utiliser aussi le provider Helm et créer des Helm charts à côté, soit tu vas chercher des fonctions particulières et du coup, tu as besoin de mettre l'intelligence dans l'appel REST en fait, vers Kubernetes. Donc encore une fois, ça dépend ce que tu veux faire. Là, dans ce cas-là, je fais les trois. J'ai soit des Helm charts directement, alors je n'appelle pas depuis le provider Terraform, mais je pourrais. Soit des YAML que j'applique directement, soit des appels paramétrables directement dans mon code. En fait, ça dépend de la complexité que tu vas avoir à templétiser ton YAML. Si c'est très 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 complexe, tu as envie en fait de le faire dans du code. En fonction aussi de comment l'équipe ou le développeur de son application d'infrastructure se sent en fait. S'il est très à l'aise avec le code, s'il est très à l'aise avec Helm par exemple, tu peux faire des choses de dingue avec Helm, Kustomize ou même JSONet. Je ne sais pas si tu connais JSONet, mais tu peux aller très très loin dans du code pour générer des templates et les mettre dans Kubernetes. JSONet et Cassonnet, pour moi, c'est vraiment un truc à étudier pour aller encore plus loin dans ce templating. Mais par contre, c'est valable uniquement pour Kubernetes. Et il faut installer un tiler pour chaque environnement. Il faut installer un Un tiler Helm. Là aussi, ça dépend du cas d'usage.
Là, dans le cas d'une petite société, parce que dans ma tête, j'imaginais que c'était une petite société, un seul tiler qui contrôle l'ensemble des applications, c'est logique. J'avais fait un WSP Cloud sur Kubernetes sur AWS, et là, je préconisais l'inverse. J'avais un tiler pour l'ensemble des éléments vraiment importants d'infrastructure, parce que c'était un cluster Kubernetes de 200 nœuds à la base, donc c'était quand même un gros truc. Et chacune des, par contre, des équipes de développement avait un namespace limité avec des ressources quotas, des limit range, et avait son tiler avec des droits vraiment limités au namespace et des droits très très restrictifs. Parce que ce que je voulais, c'est qu'ils puissent faire des mises à jour et qu'ils puissent faire du code facilement avec, en installant du Helm, mais uniquement sur leur namespace à eux. Et du coup, toute la logique, en fait, était, enfin, au niveau restriction de sécurité, était dans la création de service account, dans la récupération au niveau du Jenkins de ces service accounts-là qui se connectaient à des namespaces très particuliers qui étaient très cadrés. Et du coup, là, un tiler par namespace, ça allait, puisque une application, c'était facile, 20-30 microservices. Donc, en rapport entre le poids de tiler et la complexité, c'était cohérent. Là, dans ce cas-là, il doit y avoir 20 microservices qui se battent en duel, et de toute façon, il y a 5 développeurs derrière, donc ils n'en feront pas des milliers. D'autres questions? Et merci beaucoup.